L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 22 juin 1960. Dans un rapport qui doit paraître dans le prochain numéro de notre revue, qui est le rapport que j'ai fait il y a 2 ans à Royaumont, rapport qui était un peu jeté, comme je l'ai expliqué, puisque je l'ai composé entre 2 séminaires d'ici. J'en garderai la forme improvisée, tout en essayant quand même de compléter et de rectifier certaines des choses qui y sont contenues. Je dis quelque part que l'analyste doit payer quelque chose pour tenir sa fonction, qu'il paye 2 mots, ses interprétations, qu'il paye de sa personne en ceci, dont on peut dire que toute l'évolution présente de l'analyse est la méconnaissance, que par le transfert, il en est littéralement dépossédé. Je veux dire que, quoi qu'il en pense, et quel que soit son recours panique à the counter-transference, il faut bien qu'il en passe par là. Ce n'est pas seulement lui qui est là avec celui vis-à-vis de qui il a pris un certain engagement. Et enfin, qu'il faut qu'il paye d'un jugement concernant son action. C'est quand même, tout de même, un minimum d'exigence. L'analyse est un jugement. Je dirais que ce qu'il fait, c'est exigible partout ailleurs et qu'à la vérité, ce qui peut paraître scandaleux de l'avancée, c'est probablement pour quelque raison. C'est pour la raison que, par un certain côté, il a hautement conscience qu'il ne peut pas le savoir, ce qu'il fait en psychanalyse. Il y a une part de cette action qui lui reste à lui-même voilée. C'est ce qui justifie le point où je voulais vous amener, où je vous ai amené cette année. Je veux dire que si je vous ai proposé de me suivre cette année sur ce point qui pose la question de ce qu'une pareille possibilité, celle qui nous est donnée par le rapport à l'inconscient tel qu'il a été ouvert par Freud, de ce que ça comporte comme conséquence éthique générale, c'est bien évidemment pour nous rapprocher de la nôtre, d'éthique. D'où cet aspect tout de même de détour qui fait qu'il n'a pas pu ne pas vous apparaître cet intérêt des notions kantiennes qui nous ont été apportées la dernière fois, mais qu'avant même de demander à celui qui vous a parlé la dernière fois d'y apporter quelques compléments que je crois utiles, je ne crois pas moins utile de resituer pour vous, en fin de compte, au moment où nous nous approchons de la fin de notre détour de cette année, ce qu'il veut dire. Je rappellerai simplement des choses très simples, articulées dans les termes qui sont ceux que j'ai produits pour vous les années précédentes. Ce dont il s'agit, ce que j'ai voulu vous rappeler avant de vous ramener d'une façon plus proche à la pratique de l'analyse, aux problèmes techniques qui ne sauraient tout de même, dans l'état actuel des choses, être résolus sans ces rappels, ce sont des choses simples que je vais vous rappeler tout de suite. Premièrement, la fin de l'analyse est-elle ce qu'on nous demande?
si ce qu'on nous demande est en fin de compte ce qu'il faut bien appeler d'un mot simple, qui est bien effectivement ce que l'on nous demande, le bonheur. Je n'apporte là rien de nouveau. Cette demande du bonheur, ou encore de la happiness, comme écrivent les auteurs anglais dans leur langage, c'est bien de cela qu'il s'agit. Dans le rapport auquel je faisais allusion tout à l'heure, évidemment, dans cette rédaction, il m'a paru, maintenant, à le publier, un tout petit peu trop aphorismatique. J'essaie de mettre un peu d'huile dans les gonds. Je fais allusion au fait, sans m'expliquer autrement. L'affaire n'est pas autrement facilitée du fait, comme on l'a dit un jour, que le bonheur est devenu un facteur de la politique. Je n'en dis pas plus long. Je voudrais tout de même ici vous faire sentir ce que ça veut dire. C'est la même chose qui m'a fait terminer la conférence par laquelle j'avais terminé une certaine ère de mon activité dans un certain groupe dont nous nous sommes séparés depuis, par ce propos sur lequel je terminais la psychanalyse dialectique. Tel était le titre que j'avais donné à ce que je proférais ce jour-là. Je terminerai par le propos suivant. Il ne saurait y avoir de satisfaction d'aucun hors de la satisfaction de tous. Mon propos, qui consistait à faire recentrer l'analyse sur ce nom de dialectique, vient présentifier pour nous que l'affaire apparaît, le but, comme indéfiniment reculé. Ce n'est donc pas la faute de l'analyse, si vous voulez, qu'à l'heure actuelle, la question du bonheur ne puisse pas s'articuler autrement. Je dirais que c'est dans la mesure où, comme le dit Saint-Just, le bonheur est devenu un facteur de la politique. C'est un corrélatif. Ce n'est pas nouveau que les choses en sont ainsi, que la question du bonheur n'a pas pour nous de solution aristotélicienne possible, qu'il n'est pas possible que d'aucun isole son bonheur de la satisfaction de tous. Ce qui veut dire quoi ? C'est que du fait de l'entrée du bonheur dans la politique, ces choses pour l'instant, pour nous, concernant le bonheur, sont rejetées comme sur une étape nécessaire, préalable, primordiale au niveau de la satisfaction des besoins pour tous les hommes. La dialectique du maître, telle qu'elle permet à Aristote de faire un choix entre les biens qu'il offre au maître et de lui dire qu'il y a seulement certains de ces biens qui sont dignes de sa dévotion, à savoir la contemplation, est quelque chose qui pour nous est dévalorisé, j'y insiste, pour des raisons historiques, pour des raisons du moment historique que nous vivons et qui s'exprime dans la politique par la formule suivante: il ne saurait y avoir de satisfaction d'aucun sans la satisfaction de tous. C'est dans ce contexte que l'analyse, sans que nous puissions savoir bien exactement ce qui justifie que ce soit dans ce contexte qu'elle soit apparue, c'est dans ce contexte que l'analyse se produit, que l'analyste s'offre à recevoir. Il la reçoit, c'est un fait.
la demande du bonheur. Tout ce que j'ai articulé cette année a consisté à montrer comme j'ai pu, je veux dire à choisir parmi quelques termes, parmi les plus saillants, qui peuvent vous permettre de vous rendre compte que la distance parcourue, disons depuis Aristote, j'ai essayé de vous montrer à quel point nous prenons les choses à un niveau différent. Combien, en fin de compte, nous sommes loin de toute formulation d'une discipline du bonheur. Car il est bien clair que dans Aristote, pour le prendre comme exemple, et il le mérite au plus haut degré, il est exemplaire. Il y a une discipline du bonheur. Il y a des chemins qui sont montrés, où il entend conduire quiconque le suit dans sa problématique, qui sont des voies qui, dans chacun des versants de l'activité possible de l'homme, réalisent une fonction de la vertu qui s'obtient par un mésote, qui est loin d'être seulement un juste milieu, un procès lié au principe de l'évitement de tout excès, dans un sens comme dans l'autre, mais qui peut permettre à l'homme de choisir ce qui raisonnablement est fait pour le faire se réaliser dans ce qui lui apparaît être son bien propre. Il n'y a rien de semblable dans l'analyse. Observez-le bien. Nous prétendons, par des voies dont, pour quelqu'un qui arriverait du lycée, si je puis dire, paraîtraient surprenantes. Des voies qui doivent permettre au sujet, en quelque sorte, de se mettre dans une sorte de position pour que les choses, mystérieusement, je dirais presque miraculeusement, lui arrivent à bien, qu'il les prenne par le bon bout. Dieu sait tout de même que nous pouvons sentir quelles obscurités restent dans une pareille prétention, tel l'avènement de ce que nous appelons l'objectalité génitale. Et comme on ajoute, avec Dieu sait quelle imprudence, de nous mettre en accord avec une réalité. Une seule chose fait allusion à une possibilité heureuse de satisfaction de la tendresse. C'est la notion de sublimation. Je ne vais pas reprendre aujourd'hui les différentes formules, mais il est tout à fait clair que, pour prendre, premièrement, sa formulation la plus exotérique dans Freud, je veux dire, quand il nous la représente comme éminemment réalisée par l'artiste, par l'activité de l'artiste par exemple, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est littéralement dans Freud, je n'ai pas besoin de vous rappeler le passage, je vous l'ai mâché assez cette année, ça veut dire la possibilité pour l'homme de rendre ses désirs commerciaux, vendables, sous forme de bouquins ou de produits quelconques, d'une activité esthétique, d'une production de l'art. C'est cela que ça veut dire. Je dirais la franchise, le cynisme d'une telle formulation, à mes yeux, garde un mérite immense, bien entendu, quoiqu'elle n'épuise pas du tout le fond de la question. Comment cela est-il possible, bien sûr?